Juba était un milliardaire qui vivait dans un manoir perché au sommet d'une colline. Sa maison avait de hauts portails et de nombreuses pièces. Il travaillait tous les jours dans son grand bureau du centre-ville. Sa femme était décédée 3 ans auparavant. Il vivait désormais seul avec sa fille Zara, âgée de 8 ans. Elle avait de longs cheveux noirs et des yeux brillants. Juba engagea une servante nommée Kendi pour s'occuper de Zara. Kendi avait 25 ans. Elle venait d'un village lointain. Elle avait besoin d'argent pour sa mère malade. Juba l'a bien payée. Kendi s'est installée dans la petite pièce derrière la cuisine. Elle a commencé à travailler dès le lendemain. Merci de regarder et de soutenir notre chaîne. Nous vous proposons de nouvelles histoires chaque semaine. Votre soutien est essentiel pour nous. Kendi se levait tôt tous les matins pour préparer le petit déjeuner. Elle a préparé des œufs et du pain pour Zara. Elle a lavé ses vêtements et nettoyé sa chambre. Au début, Zara appréciait Kendi. Elles jouaient ensemble. Kendi brossait doucement les cheveux de Zara. Elle lui racontait des histoires de son village. Zara rit et sourit. Juba était heureux de voir sa fille heureuse. Il travaillait de longues heures et rentrait tard. Il faisait entièrement confiance à Kendi. Il la payait tous les mois sans poser de questions. Tout semblait parfait dans la maison. Personne ne savait ce qui allait se passer. Un matin, Zara se réveilla avec de la fièvre. Elle avait la tête qui brûlait. Kendi se toucha le front, inquiète. Elle donna de l'eau à Zara et lui conseilla de se reposer. Juba était déjà parti travailler. Kendi a préparé de la soupe pour Zara. Mais Zara n'a pas voulu manger. Elle a pleuré et s'est plainte de maux de ventre. Kendi ne savait pas quoi faire. Elle n'avait jamais soigné d'enfant malade auparavant. Elle appela Juba sur son portable. Il a dit qu'il rentrerait plus tôt. Kendi s'est assise près de Zara et lui a essuyé le visage avec un linge humide. La fièvre de Zara s'est aggravée. Elle se mit à trembler. Kendi paniqua. Elle courut à la cuisine chercher de l'eau. Elle a renversé un pot qui s'est brisé sur le sol. Elle ne l'a pas ramassé. Elle s'est précipitée dans la chambre de Zara. Zara pleurait de plus belle. Kendi essayait de la calmer, mais ses mains tremblaient. Elle se souvenait que sa grand-mère lui préparait une tisane spéciale quand elle était malade. Elle décida de le faire pour Zara. Elle alla dans le jardin. Elle cueillit quelques feuilles d'une plante qui lui semblait convenir. Elle n'a pas regardé attentivement. Elle était trop inquiète et pressée. Kendi a fait bouillir les feuilles dans l'eau. Le thé avait une odeur amère et étrange. Elle le laissa refroidir un peu, puis retourna dans la chambre de Zara. Zara était allongée dans son lit, les yeux mi-clos. Kendi lui releva doucement la tête et porta la tasse à ses lèvres. Zara en but un peu. Elle fit la grimace car c'était mauvais. Kendi lui dit que ça l'aiderait. Zara but encore un peu. Puis Kendi la recoucha sur l'oreiller. Elle s'assit à côté d'elle et attendit. Elle espérait que le thé soulagerait Zara. Elle ignorait qu'elle venait de commettre une terrible erreur. Au bout de 10 minutes, Zara se mit à tousser. Son visage devint rouge. Elle se prit la gorge et haleta. Kendi sursauta, effrayée. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Le corps de Zara se mit à se tordre et à se retourner. Ses yeux se révulsèrent. De l'écume lui sortit de la bouche. Kendi hurla. Elle secoua Zara et l'appela par son nom. Mais Zara ne répondit pas. Son corps se raidit. Kendi courut chercher son téléphone. Ses mains tremblaient tellement qu'elle laissa tomber l'appareil 2 fois. Elle finit par appeler Juba. Il répondit aussitôt. Elle pleurait tellement qu'elle avait du mal à parler. Elle lui a dit que quelque chose n'allait pas avec Zara. Le cœur de Juba s'est arrêté. Il a tout laissé tomber et s'est précipité hors de son bureau. Il a sauté dans sa voiture et a conduit aussi vite qu'il le pouvait. Ses pensées s'emballaient. Il a prié pour que Zara aille bien. Il a appelé une ambulance en route et leur a demandé de venir immédiatement chez lui. Il a grillé des feux rouges et klaxonné. Les gens lui ont crié dessus, mais il n'en avait cure. Sa fille était en danger. C'était tout ce qui comptait. Il arriva chez lui en 15 minutes. Le portail était encore ouvert. Il ne s'est même pas garé correctement. Il est entré en courant dans la maison en appelant Zara. Il a dévalé les escaliers et a fait irruption dans la chambre de Zara. Ce qu'il vit le figea. Zara était allongée sur le lit. Son corps était immobile. Ses lèvres étaient bleues. Ses yeux étaient ouverts mais immobiles. Kendi était à terre, en larmes. Il y avait une tasse sur la table de chevet. La pièce avait une odeur étrange. Juba courut vers Zara et la secoua. Elle ne répondit pas. Il colla son oreille contre sa poitrine. Son cœur battait très faiblement. Il regarda Kendi, les yeux écarquillés.
Sa voix résonna comme un rugissement. Il lui cria dessus. « Es-tu maudite? Que as-tu fait à ma fille ?» Kendi était incapable de parler. Elle tremblait et pleurait. Juba prit la tasse et la sentit. L'odeur était âcre et toxique. Il comprit qu'elle avait donné quelque chose de dangereux à Zara. La rage l'envahit. Il jeta la tasse à travers la pièce. Elle se brisa contre le mur. Il attrapa Kendi par les épaules et la secoua violemment. Il lui a hurlé au visage, « Qu'est-ce que tu lui as donné? Dis-le-moi maintenant. » Kendi ne pouvait que pleurer. Elle était incapable de prononcer un mot. Juba la repoussa. Elle tomba à la renverse et se cogna la tête contre le sol. Il n'en eut cure. Sa fille était en train de mourir. Rien d'autre ne comptait à cet instant. L'ambulance est arrivée, sirène hurlante. Les ambulanciers se sont précipités dans la chambre avec un brancard. Ils ont vérifié le pouls et la respiration de Zara. L'un d'eux semblait inquiet. Il a dit à son collègue de se dépêcher. Ils lui ont mis un masque à oxygène. Ils l'ont soulevé avec précaution sur la civière. Juba les suivit en bas des escaliers. Kendi tenta de les suivre, mais Juba se retourna et la désigna du doigt. Il lui ordonna de rester à l'écart. Ses yeux étaient remplis de haine. Kendi s'arrêta et s'effondra dans l'escalier. Elle les regarda emmener Zara. Les portes de l'ambulance se sont refermées. Les sirènes ont hurlé de nouveau. Puis elles ont disparu. Kendi était assise seule dans la grande maison vide. Ils ont installé Zara dans l'ambulance. Juba est monté à côté d'elle. Les ambulanciers sont intervenus rapidement. Ils lui ont fait une injection et lui ont administré un médicament. L'un d'eux a demandé à Juba ce qui s'était passé. Juba a dit que la femme de ménage lui avait donné quelque chose. Il ne savait pas quoi. Le secouriste semblait inquiet. Il demanda si Juba avait apporté la coupe. Juba jura. Il l'avait oublié. Le secouriste a contacté l'hôpital par radio. Il leur a indiqué qu'il s'agissait d'un cas d'empoisonnement et qu'ils avaient besoin de l'équipe de toxicologie. L'ambulance filait à toute allure dans la circulation. Les voitures s'écartaient. Les gens la fixaient du regard. Juba tenait la main de Zara. Elle était froide et sans vie. Il sentait son monde s'écrouler. Ils arrivèrent à l'hôpital. Des médecins et des infirmières attendaient dehors. Ils emmenèrent Zara en urgence aux urgences. Juba a tenté de les suivre, mais une infirmière l'a arrêté. Elle lui a dit d'attendre dehors. Il l'a bousculée, mais 2 agents de sécurité l'ont bloqué. Ils lui ont dit que les médecins avaient besoin d'espace pour travailler. Juba avait envie de se battre, mais il savait que cela ne servirait à rien pour Zara. Il a donc reculé. Les portes se refermèrent sur lui. Il resta là, les fixant du regard. Tout son corps tremblait. Une autre infirmière est arrivée et lui a posé des questions. Qu'est-ce que Zara a mangé? Qu'est-ce qu'elle a bu? Quand est-ce que ça a commencé? Juba a répondu à toutes ces questions. L'infirmière a tout noté et s'est précipitée à l'intérieur. Juba faisait les 100 pas dans le couloir. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'était sa secrétaire. Il ne répondit pas. Les autres personnes présentes dans la salle d'attente le regardaient. Il avait l'air déchaîné. Sa chemise était déboutonnée. Ses yeux étaient rouges. Il passait sans cesse ses mains dans ses cheveux. Le temps s'écoulait si lentement. Chaque seconde lui paraissait 1 heure. Il regarda l'horloge murale. 5 minutes seulement s'étaient écoulées. Il n'arrivait pas à rester immobile. Il se dirigea vers les portes des urgences. Il colla son oreille contre eux. Il pouvait entendre des voix à l'intérieur. Elles parlaient vite. Il a entendu le mot « critique ». Ses genoux ont failli flancher. Un médecin est finalement sorti. Son visage était grave. Juba se précipita vers lui et lui saisit son manteau. Le médecin écarta délicatement les mains de Juba. Il a dit que Zara était dans un état très grave. Elle avait été empoisonnée par une plante toxique. On lui procédait à un lavage d'estomac. On lui administrait du charbon actif pour absorber le poison. Mais on ignorait si cela fonctionnerait. Le poison était dans son organisme depuis trop longtemps. Ses organes commençaient à défaillir. Les prochaines heures seraient décisives. Juba sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il lui demanda si elle allait mourir. Le médecin le regarda droit dans les yeux et répondit honnêtement, « Je ne sais pas ». Juba recula jusqu'à heurter un mur. Il glissa jusqu'au sol et enfouit son visage dans ses mains. Il avait du mal à respirer. Il sentait une forte oppression à la poitrine. Une infirmière est venue l'aider à se relever. Elle le conduisit à une chaise. Elle lui donna de l'eau. Il ne put pas la boire.
Ses mains tremblaient tellement que sa tasse se renversa sur ses genoux. Il ne s'en aperçut pas. Il restait assis là, le regard vide. Ses pensées le ramenèrent à 3 ans plus tôt. Aux funérailles de sa femme. Il se souvenait s'être tenu près de sa tombe, la petite Zara dans les bras. Il avait promis à sa femme de protéger leur fille. Il avait échoué. Aux urgences, les médecins s'activaient frénétiquement. Le rythme cardiaque de Zara chutait. Sa tension artérielle s'effondrait. Un médecin a réclamé plus d'adrénaline à grands cris. Une infirmière s'est précipitée pour en chercher. Ils l'ont injectée dans la perfusion de Zara. Son rythme cardiaque s'est accéléré un instant, puis est retombé. Le médecin-chef a consulté les moniteurs. La situation était critique. Il a demandé à son équipe de se préparer à l'intubation. Il fallait lui insérer un tube dans la gorge pour l'aider à respirer. Une infirmière a porté le matériel. Le médecin a inséré délicatement le tube. Le respirateur a commencé à insuffler de l'air dans les poumons de Zara. Son taux d'oxygène s'est légèrement amélioré, mais elle n'était pas encore hors de danger. Les résultats de l'analyse toxicologique sont arrivés. La plante utilisée par Kendi était la belladone, l'une des plantes les plus toxiques au monde. Quelques feuilles suffisaient à tuer un adulte. Zara avait bu presque une tasse entière de tisane préparée avec cette plante. Le médecin pâlit en lisant le rapport. Il avait déjà vu des cas d'empoisonnement à la belladone. La plupart des patients n'y survivaient pas. Il regarda Zara, allongée sur la table. Elle était si petite et fragile. Il a demandé l'antidote. L'hôpital en avait en quantité limitée. Ils apportèrent 2 fioles. Il les leur administra toutes les 2. Il ne leur restait plus qu'à attendre et prier. Le médecin sortit pour informer Juba. Quand Juba apprit qu'il s'agissait de belladone, il retint son souffle. Il connaissait cette plante. Tout le monde dans la région le savait. C'était un lieu tristement célèbre pour ses ravages. Comment Kendi avait-elle pu être aussi naïve? Comment avait-elle pu ne pas le reconnaître? La rage le submergea de nouveau. Il voulait rentrer chez lui et étrangler Kendi à main nue. Le médecin remarqua son expression et posa une main sur l'épaule de Juba. Il lui dit de rester calme. Se mettre en colère n'aiderait pas Zara. Juba acquiesça, mais ses poings restèrent serrés. Le médecin a dit qu'ils avaient administré l'antidote à Zara. Mais son corps était très faible. Les 12 heures suivantes étaient critiques. Juba se rassit. Il ne pouvait pas quitter l'hôpital. Il appela sa secrétaire et lui demanda d'annuler tout. Il ne venait pas travailler. Il ignorait pour combien de temps. Sa secrétaire lui demanda si tout allait bien. Juba a dit non. Sa fille était mourante. Puis il a raccroché. Il éteignit son téléphone. Il ne voulait parler à personne. Il voulait juste que Zara vive. Les heures passèrent. Les infirmières allaient et venaient. Elles ne voulaient rien lui dire. Ils lui ont dit que le médecin le tiendrait au courant dès qu'il y aurait des nouvelles. Juba se sentait impuissant. Il était milliardaire. Il pouvait tout acheter. Mais pas la vie de sa fille. Au manoir, Kendi était toujours assise sur les marches. Elle n'avait pas bougé depuis des heures. La maison était silencieuse. Elle revoyait sans cesse le visage de Zara. Les lèvres bleues. Les yeux vides. Elle l'avait tué. Kendi en était certaine. Zara était morte et c'était entièrement de sa faute. Elle se mit à se balancer d'avant en arrière. Elle s'arracha les cheveux. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortit. Sa vie était finie. Elle irait en prison. Sa mère mourait sans son aide. Tout était ruiné. Elle pensa à s'enfuir. Mais ses jambes refusaient de bouger. Elle était paralysée. Prisonnière de sa propre culpabilité et de sa peur, le soleil commença à se coucher. La maison s'assombrit. Kendi finit par se lever. Elle se dirigea vers la cuisine. Elle aperçut la théière qu'elle avait utilisée pour faire le thé. Il était encore sur le feu. Elle le prit et le jeta par la porte de derrière. Elle ne voulait pas le voir. Elle alla ensuite dans sa chambre. Elle s'allongea sur son lit et fixa le plafond. Elle entendit une voiture s'arrêter devant la maison. Son cœur fit un bond. Elle courut à la fenêtre. C'était la police. 2 agents sont sortis. Ils se sont dirigés vers la porte d'entrée et ont frappé. Kendi s'est mise à trembler de tout son corps. Elle pensa à se cacher, mais il n'y avait nulle part où aller. Elle marcha lentement jusqu'à la porte. Chaque pas lui paraissait lourd. Elle l'ouvrit. Les policiers la regardèrent d'un air sévère. Ils lui demandèrent si elle était Kendi. Elle acquiesça. Ils lui dirent qu'ils l'emmenaient pour un interrogatoire. Un agent demanda où était Juba. Kendi a dit qu'il était à l'hôpital.
L'agent a demandé ce qui était arrivé à l'enfant. Candy a essayé de s'expliquer, mais elle s'est mise à pleurer. L'agent lui a dit de se calmer. Elle pourrait s'expliquer au poste. Ils l'ont conduite à la voiture. Elle savait qu'elle ne le reverrait jamais. Ils l'ont installée sur le siège arrière et sont partis. Au poste de police, Candy a été placée dans une salle d'interrogatoire. Les murs étaient gris et froids. Il y avait une table en métal et 2 chaises. Elle s'assit et attendit. Un inspecteur entra. C'était un homme imposant, au visage fatigué. Il s'assit en face d'elle et ouvrit un carnet. Il lui demanda de tout lui raconter. Candy parla d'une voix tremblante. Elle expliqua que Zara avait de la fièvre. Elle expliqua le fonctionnement du thé. Le détective l'interrompit et lui demanda quelle plante elle avait utilisée. Candy a dit qu'elle ne savait pas. Elle pensait que c'était la plante médicinale que sa grand-mère utilisait. Le détective a secoué la tête. Il lui dit que c'était de la belladone. Candy devint livide. Elle connaissait ce nom. Sa grand-mère l'en avait averti à maintes reprises, ne touche jamais à la belladone. Elle te tuera. Mais Candy était tellement pressée qu'elle n'avait pas fait attention. Elle avait pris la mauvaise plante. Le détective observa sa réaction. Il lui a demandé si elle l'avait fait exprès. Candy a crié non. Elle ne ferait jamais de mal à Zara. Elle adorait cette petite fille. Le détective l'écrivit dans son carnet. Il ajouta que cela n'avait aucune importance. La jeune fille pourrait mourir. Si elle décédait, Candy serait inculpée de meurtre. Si elle survivait, Candy irait tout de même en prison pour de nombreuses années. Candy sentit son monde s'écrouler. Elle posa sa tête sur la table et se mit à pleurer. Le détective quitta la pièce. Candy est restée longtemps seule. Elle a entendu des voix derrière la porte. Elle a entendu des pas. La porte s'ouvrit de nouveau. Une autre policière entra. C'était une femme au regard doux. Elle s'assit et donna de l'eau à Candy. Candy but. La femme lui demanda son âge. Candy a dit avoir 25 ans. La femme a secoué la tête. Elle a dit que Candy était trop jeune pour gâcher sa vie ainsi. Elle a demandé à Candy si elle avait un avocat. Candy a répondu que non. Elle n'avait pas d'argent pour un avocat. La femme a déclaré que le tribunal lui en accorderait un. Mais cela ne servirait peut-être à rien. Les preuves étaient claires. Candy avait empoisonné l'enfant. La policière se leva pour partir. Candy lui attrapa le bras. Elle la supplia d'appeler l'hôpital. Elle avait besoin de savoir si Zara était vivante. La femme la regarda un instant. Puis elle a hoché la tête. Elle est partie et est revenue 10 minutes plus tard. Elle a dit que Zara était encore en vie, mais à peine. Elle était dans le coma. Les médecins faisaient tout leur possible. Candy a pleuré de soulagement. Au moins, Zara n'était pas encore morte. Il y avait encore de l'espoir. La femme lui conseilla de ne pas trop espérer. De nombreuses victimes d'empoisonnement semblaient aller bien au début, puis décédaient quelques heures plus tard. Le soulagement de Candy fit place à la peur. Elle fut emmenée dans une cellule et enfermée à clé. De retour à l'hôpital, Juba fut autorisé à voir Zara. Une infirmière le conduisit aux soins intensifs et l'avertit que l'état de Zara était préoccupant. Juba hocha la tête. Il était prêt. Mais lorsqu'il entra dans la pièce, il ne l'était absolument pas. Zara était entourée de machines. Il y avait des tubes partout. Dans sa bouche. Dans son nez. Dans ses bras. Les machines émettaient des bips et des sifflements. Son visage était pâle comme du papier. Ses lèvres étaient encore bleues. Ses cheveux, en désordre, lui collaient au front à cause de la sueur. Juba s'approcha lentement de son lit. Il tendit la main et la toucha. Elle était glacée. Il rapprocha une chaise et s'assit. Il lui parla doucement. Il lui dit qu'il était là. Il lui a dit d'être forte. Il lui a parlé de tout ce qu'il ferait une fois guéri. Ils iraient à la plage. Ils mangeaient de la glace. Ils regardaient ses films préférés. Ils parlaient sans cesse. Mais Zara ne bougea pas. Elle ne répondit pas. Les machines continuèrent de biper. Juba sentit des larmes couler sur son visage. Il ne les essuya pas. Il se contenta de tenir la main de Zara et de prier. Il pria Dieu. Il pria sa femme défunte. Il pria quiconque voulait bien l'écouter. Je vous en prie, sauvez ma fille. Ne me l'enlevez pas. Je ne peux pas vivre sans elle. Les heures s'écoulèrent en une journée entière. Juba ne quitta pas Zara d'une semelle. Des infirmières venaient régulièrement prendre de ses nouvelles. Ils ont réglé les appareils et noté des données sur les graphiques. Des médecins sont venus l'examiner. Ils ont braqué des lampes sur ses yeux. Ils ont vérifié ses réflexes.
Il parlait à voix basse. Juba a entendu des mots comme lésion cérébrale et défaillance d'organes. Il se sentait mal. Un médecin a fini par lui parler directement. Il a dit que l'état de Zara s'était stabilisé. Mais son état ne s'améliorait pas. Le poison avait causé de graves dommages. Même si elle se réveillait, elle ne serait peut-être plus jamais la même. Il pourrait y avoir des problèmes permanents. Juba a demandé de quel genre de problème il s'agissait. Les médecins ont répondu qu'ils ne le sauraient qu'à son réveil. Si elle se réveillait, Juba sentit la rage monter à nouveau en lui. Il se leva brusquement. La chaise bascula en arrière. Il a dit au médecin d'agir. De faire d'autres examens. De lui administrer plus de médicaments. Le médecin a dit qu'ils faisaient tout leur possible. Juba a crié que ce n'était pas suffisant. Sa fille était en train de mourir et il restait là sans rien faire. Le médecin garda son calme. Il comprenait que Juba souffrait. Mais se mettre en colère ne servirait à rien. Juba savait qu'il avait raison. Mais il ne put se contrôler. Il sortit de la pièce. Il alla dans le couloir et frappa le mur du poing. Ses jointures saignèrent. Il ne sentit rien. Il voulait juste frapper quelque chose. N'importe quoi. Il voulait que quelqu'un paie pour ça. Cette nuit-là, Juba ne parvint pas à dormir. Il était assis sur la chaise à côté du lit de Zara. La pièce était plongée dans l'obscurité, hormis la lueur des machines. Tout était silencieux, hormis le bip. Juba fixait le visage de Zara. Il se souvenait du jour de sa naissance. Elle était si petite. Si parfaite. Sa femme l'avait regardée avec des yeux fatigués mais heureux et avait dit « C'est nous qui avons fait ça. Nous avons accompli un miracle. » Juba s'est senti comblé ce jour-là. Sa famille était tout pour lui. Puis sa femme est tombée malade. Un cancer. Il l'a emporté en 6 mois. Juba se retrouva seul avec Zara. Il se promit d'être à la hauteur de ses besoins. Il serait à la fois père et mère. Mais à présent, il avait échoué. Il avait engagé un inconnu pour veiller sur son bien le plus précieux. Il avait été trop occupé à gagner de l'argent. Trop occupé à bâtir son empire, il avait négligé l'essentiel. Et maintenant, Zara en payait le prix. Juba posa la tête sur le lit et pleura. Il pleura jusqu'à épuisement de ses larmes. Puis il resta allongé là, dans l'obscurité, à écouter les machines respirer pour sa fille. Il imaginait Kendi assise dans une cellule de prison. Il la haïssait. Il voulait la faire souffrir. Mais il savait aussi que la haine ne sauverait pas Zara. Rien ne pourrait la sauver, sauf un miracle. Le 2e jour se déroula de la même manière. Zara ne s'est pas réveillée. Son état est resté inchangé. Juba a refusé de manger. Les infirmières ont essayé de lui apporter à manger, mais il a refusé. Il ne buvait que de l'eau. Sa secrétaire est venue lui rendre visite. Elle lui apporta des vêtements de rechange. Elle le supplia de se reposer. Il lui dit de partir. Il ne voulait pas de visite. Il voulait seulement que Zara ouvre les yeux. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Les partenaires commerciaux appelaient. Des réunions étaient manquées. Des accords capotaient. Juba s'en fichait. Que son empire s'effondre. Sans Zara, rien de tout cela n'avait d'importance. L'argent ne valait rien s'il perdait sa fille. Le 3e jour, quelque chose changea. Les doigts de Zara tressaillirent. Juba l'a vue. Il a immédiatement appelé l'infirmière. Elle est arrivée en courant. Elle vérifia les écrans. Elle examina les pupilles de Zara. Elle esquissa un sourire. Elle a dit que c'était bon signe. Le cerveau de Zara réagissait. Elle essayait peut-être de se réveiller. Juba sentit l'espoir l'envahir. Il serra doucement la main de Zara et lui parla. Il lui a dit de revenir. Il lui a dit qu'il l'attendait. Quelques heures plus tard, les paupières de Zara ont tremblé. Juba se leva. Il l'observa attentivement. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Ils étaient distraits et confus. Mais ils étaient ouverts. Juba se remit à pleurer. Mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Zara regarda autour d'elle. Elle ne comprenait pas où elle se trouvait. Elle vit le visage de son père. Elle essaya de parler, mais la sonde dans sa gorge l'en empêcha. Elle commença à paniquer. Son cœur s'emballa. Les machines bipèrent plus fort. Juba lui prit doucement le visage entre ses mains. Il lui a dit de rester calme. Il lui a dit qu'elle était en sécurité. Un médecin est arrivé en courant. Il examina rapidement Zara. Il décida de lui retirer la sonde d'intubation. Il demanda à Juba de reculer. Le médecin retira délicatement le tube. Zara toussa et haleta. Elle avait mal à la gorge. Le médecin lui donna de l'eau.
Elle but lentement. Son regard croisa de nouveau celui de son père. Elle murmura, « Papa. » Juba. Elle s'effondra complètement. Le médecin examina Zara minutieusement. Il lui posa des questions, « Quel est votre nom? Quel âge avez-vous? Savez-vous où vous êtes? » Zara répondit correctement à toutes les questions. Le médecin examina ses bras et ses jambes. Il lui demanda de lui serrer les mains. Elle le fit. Il lui a demandé de remuer les orteils. Elle l'a fait. Il a souri. Il a dit à Juba que Zara semblait aller bien. Il ne semblait pas y avoir de lésion cérébrale. Mais des examens complémentaires seraient nécessaires pour en être certain. Juba acquiesça. Les examens ne l'intéressaient pas. Sa fille était réveillée. Elle parlait. C'était tout ce qui comptait. Il s'assit à côté d'elle et lui prit la main. Il ne la lâcha pas. Au cours des heures suivantes, Zara commença à se souvenir de ce qui s'était passé. Elle se souvenait s'être sentie mal. Elle se souvenait de Kendi lui ayant servi du thé. Elle se souvenait que le thé avait mauvais goût. Puis tout est devenu noir. Elle demanda à son père ce qui s'était passé. Juba ne sut que lui expliquer. Il lui dit que le thé l'avait rendue très malade. Elle devait venir à l'hôpital. Zara demanda où était Kendi. Le visage de Juba s'assombrit. Il a dit que Kendi était parti. Zara semblait perplexe. Elle a demandé si Kendi allait bien. Juba n'en croyait pas ses oreilles. Sa fille avait failli mourir et elle était très inquiète pour Kendi. Il lui a dit de ne plus penser à Kendi. Mais Zara insistait. Elle disait que Kendi essayait de l'aider. Juba disait que Kendi avait failli la tuer. Zara se tut. Elle avait l'air triste. Juba comprit que sa fille avait un bon cœur. Malgré tout, elle ne voulait pas haïr Kendi. Juba ne comprenait pas. Il était fou de rage. Mais Zara était emplie d'autre chose. De quelque chose de pur. Juba changea de sujet. Il dit à Zara de se reposer. Il parlerait de tout plus tard. Zara ferma les yeux. Elle était fatiguée. Le médecin a dit que c'était normal. Son corps avait besoin de temps pour récupérer. Juba restait à ses côtés, observant sa respiration. Chaque respiration était un cadeau. Chaque instant était précieux. Le lendemain matin, la police est venue à l'hôpital. Il devait recueillir la déposition de Juba. Il a laissé Zara avec une infirmière et s'est retiré dans une chambre privée. 2 inspecteurs étaient assis en face de lui. Ils lui demandèrent de décrire tout ce qui s'était passé. Juba leur raconta comment il était rentré chez lui et avait trouvé Zara mourante. Il leur a parlé du thé. Il leur a parlé de Kendi. Les inspecteurs ont tout noté. Ils lui ont demandé s'il voulait porter plainte. Juba a immédiatement répondu oui. Il voulait que Kendi paie pour ce qu'elle avait fait. Les inspecteurs acquiescèrent. Ils indiquèrent que Kendi était déjà en garde à vue. Elle serait probablement inculpée de tentative de meurtre ou de négligence criminelle. Juba a demandé quelle était la différence. Les inspecteurs ont expliqué. Tentative de meurtre signifiait que Kendi avait essayé de tuer Zara intentionnellement. La négligence criminelle signifiait qu'elle n'avait pas l'intention de le faire, mais qu'elle avait été si imprudente que cela constituait tout de même un crime. Juba y réfléchit. Il ne croyait pas que Kendi ait voulu tuer Zara. Mais elle avait été stupide et imprudente. C'était presque aussi grave. Il a dit aux inspecteurs de l'inculper de négligence. Ils ont indiqué que le procureur déciderait des chefs d'accusation définitifs, en fonction des preuves. Ils ont remercié Juba pour son temps. Ils lui ont dit de se concentrer sur le rétablissement de sa fille. Il s'occuperait du reste. Juba est retourné dans la chambre de Zara. Zara est restée hospitalisée 5 jours de plus. Les médecins ont effectué tous les examens possibles. Ses analyses sanguines étaient normales. Le poison avait été éliminé de son organisme. Ses organes fonctionnaient normalement. Ses examens cérébraux n'ont révélé aucune lésion. C'était un miracle. Les médecins n'ont pas pu l'expliquer. La plupart des gens qui buvaient une telle quantité de belladone mouraient en quelques heures. Zara avait survécu. Le médecin-chef a dit à Juba que sa fille avait eu beaucoup de chance. Ou peut-être était-elle bénie des dieux. Juba pensait que c'était les deux. Le 6e jour, Zara est sortie de l'hôpital. Juba a signé tous les papiers. Il porta Zara jusqu'à la voiture lui-même, même si elle pouvait marcher. Il ne voulait pas la laisser partir. Santam était fou de joie. Ils rentrèrent chez eux en silence. Zara regarda par la fenêtre. Tout lui paraissait différent maintenant. Les arbres. Le ciel. Les gens qui marchent dans la rue. Elle avait failli tout perdre. Elle était reconnaissante d'être en vie. Ils arrivèrent au manoir.
Le portail s'ouvrit et Juba entra en voiture. Il se gara et aida Hara à descendre. Elle se dirigea lentement vers la porte d'entrée. Juba ouvrit la porte. La maison était propre. Quelqu'un était venu faire le ménage. Mais l'endroit était froid et vide. Zara demanda où étaient les affaires de Kendi. Juba répondit qu'il les avait fait emporter. Zara hocha la tête. Elle monta dans sa chambre. Tout semblait identique. Mais l'atmosphère était différente. Juba avait engagé une infirmière à temps plein pour s'occuper de Zara. Elle s'appelait Nadira. Elle était plus âgée et expérimentée. Elle travaillait auprès des enfants depuis 20 ans. Juba a vérifié ses antécédents à 3 reprises. Il l'a interrogée pendant 2 heures. Il s'est assuré qu'elle savait ce qu'elle faisait. Nadira était patiente et aimable. Elle comprenait pourquoi Juba était si protectrice. Elle promit de bien prendre soin de Zara. Juba restait néanmoins méfiante. Mais il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas surveiller Zara à chaque seconde. Il a pris une semaine de congé pour rester à la maison. Il voulait s'assurer que tout allait bien. Il observait attentivement Nadira. Elle avait tout fait correctement. Peu à peu, Juba commença à se détendre. Zara se rétablit rapidement. Son corps était jeune et fort. En 2 semaines, elle avait retrouvé son comportement normal. Elle jouait dans le jardin. Elle regardait des films. Elle rit de nouveau. Mais parfois, Juba la surprenait le regard dans le vide. Il lui demandait alors à quoi elle pensait. Elle ne disait rien. Mais il savait qu'elle repensait à ce qui s'était passé. Le traumatisme était encore présent. Il lui faudrait du temps pour guérir. Juba décida de l'emmener consulter un psychologue. Quelqu'un qui pourrait l'aider à surmonter cette épreuve. La conseillère s'appelait Desta. Elle était chaleureuse et douce. Zara l'appréciait. Ils se voyaient 2 fois par semaine. Peu à peu, Zara commença à aller mieux. Un soir, elle interrogea de nouveau son père sur Kendi. Elle voulait savoir où elle était. Juba soupira. Il lui dit que Kendi était en prison. Zara a demandé pourquoi. Juba a répondu que c'était parce qu'elle avait blessé Zara. Zara a dit que c'était un accident. Juba a dit que les accidents ont des conséquences. Zara est restée silencieuse. Puis elle a dit qu'elle ne voulait pas que Kendi aille en prison. Juba était sous le choc. Il demanda pourquoi. Zara répondit que Kendi essayait simplement d'aider. Elle a fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs. Juba ne savait pas quoi dire. Sa fille de 8 ans faisait preuve de plus de clémence que lui. Il lui dit qu'ils en parleraient plus tard. Mais Zara n'arrêtait pas d'en reparler. Les jours passèrent. Juba reçut un appel du parquet. On lui annonça que le procès de Kendi était prévu pour le mois suivant. Ils ont demandé à Juba s'il accepterait de témoigner. Il a répondu oui. Ils ont ensuite demandé à Zara si elle accepterait de témoigner. Juba a refusé. Sa fille avait déjà assez souffert. Le procureur l'avait compris. Ils avaient suffisamment de preuves sans le témoignage de Zara, les rapports du médecin, les résultats toxicologiques, les aveux de Kendi. L'affaire était claire et nette. Kendi irait en prison. La seule question était de savoir pour combien de temps. Le procureur a dit probablement entre 5 et 10 ans. Juba les a remerciés et a raccroché. Il était satisfait. Justice serait faite. Mais Zara n'était pas satisfaite. Elle pensait sans cesse à Kendi. Elle se souvenait de la gentillesse de Kendi avant l'accident. De la façon dont elle tressait les cheveux de Zara. De ses histoires drôles. Zara ne voulait pas qu'elle souffre. Un soir, à table, Zara dit à son père qu'elle voulait rendre visite à Kendi. Juba laissa tomber sa fourchette. Il a répondu par la négative. Zara a demandé pourquoi. Juba a répondu que Kendi était dangereux. Zara a dit que non. Elle avait juste eu peur et avait fait une erreur. Juba a haussé le ton. Il a dit à Zara d'arrêter de défendre Kendi. Zara s'est mise à pleurer. Elle a couru dans sa chambre. Juba était assis seul à table. Il se sentait mal. Il monta à l'étage et frappa à la porte de Zara. Elle lui a dit de partir. Il a quand même ouvert la porte. Elle était allongée sur son lit, pleurant dans son oreiller. Juba s'assit à côté d'elle. Il s'excusa d'avoir crié. Il expliqua qu'il avait simplement eu peur. Il a failli la perdre. Il ne pouvait pas pardonner ça à Kendi. Zara se redressa. Elle s'essuya les yeux. Elle dit à son père que garder rancune lui faisait du mal. Elle avait appris cela de Desta. Desta a dit que le pardon n'était pas pour l'autre, mais pour soi-même. Juba a écouté. Il comprit que sa petite fille était plus sage que lui. Il la serra fort dans ses bras et lui dit qu'il y réfléchirait.
Cette nuit-là, Juba ne put dormir. Il repensa à tout ce que Zara avait dit. Il repensa à sa propre douleur et à sa colère. Cela le rongeait. Il n'avait pas été heureux depuis l'incident. Il était constamment tendu. Toujours inquiète. Toujours en colère. Peut-être que Zara avait raison. Peut-être devait-il lâcher prise. Mais comment le pouvait-il? Chaque fois qu'il regardait Lara, il se souvenait d'elle allongée sur ce lit d'hôpital. Il se souvenait d'avoir pensé qu'elle allait mourir. Comment pourrait-il pardonner à celui qui avait causé cela? Il se débattait avec ses pensées toute la nuit. Au matin, il n'avait toujours pas trouvé de réponse. Une semaine plus tard, Juba reçut un autre appel. Cette fois, c'était l'avocat commis d'office de Kendi qui posait la question. Il demandait si Juba accepterait de rencontrer Kendi avant le procès. Juba a demandé pourquoi. L'avocat a déclaré que Kendi souhaitait présenter ses excuses en personne. Elle voulait que Juba entende sa version des faits. Juba a ri amèrement. Il a dit qu'il se fichait de son point de vue. L'avocate a dit qu'elle comprenait. Mais elle a demandé à Juba d'y réfléchir. Cela pourrait lui apporter la paix intérieure. Juba a dit qu'il n'avait pas besoin de paix intérieure. Il avait besoin de justice. L'avocat a dit que parfois, c'était la même chose. Juba a raccroché. Mais l'appel l'a marqué. Il en a parlé à Zara. Zara l'a supplié de partir. Juba a finalement accepté. Il s'est rendu seul à la prison. Il n'était pas accompagné de Zara. On l'a conduit au parloir. Une épaisse vitre séparait les deux chaises. Il y avait un téléphone de chaque côté. Juba s'assit et attendit. Quelques minutes plus tard, Kendi fut amenée. Elle avait mauvaise mine. Elle avait beaucoup maigri. Ses yeux étaient creux. Ses cheveux étaient courts et rêches. Quand elle vit Juba, elle se mit à pleurer. Elle décrocha le téléphone. Juba décrocha le sien. Elle dit merci d'être venue. Juba ne dit rien. Il se contenta de la fixer. Kendi prit une inspiration tremblante. Puis elle prit la parole. Elle lui raconta tout à nouveau. Elle expliqua à quel point elle avait eu peur quand Zara était tombée malade. Elle a expliqué qu'elle pensait bien faire. Elle a juré qu'elle n'avait jamais voulu blesser Zara. Elle a dit qu'il ne se passait pas un jour sans qu'elle regrette son geste. Elle a dit qu'elle comprenait s'il la détestait. Elle se détestait elle-même. Si elle pouvait échanger sa place avec Zara, elle le ferait. Elle donnerait sa vie pour réparer les dégâts. Juba écoutait. Il vit la douleur dans ses yeux. C'était réel. Elle était rongée par la culpabilité. Une partie de lui éprouvait de la satisfaction, mais une autre partie ressentait autre chose. Il ne s'y attendait pas. Dommage. Juba lui demanda pourquoi elle n'avait pas vérifié la plante avant de l'utiliser. Kendi disait qu'elle était stupide. Elle n'avait pas fait d'études. Elle avait grandi dans un village sans école. Elle ne connaissait que ce que sa grand-mère lui avait appris. Mais elle avait oublié certaines choses. Elle était pressée. Elle a commis une terrible erreur. Juba lui a demandé si elle savait qu'il s'agissait de belladone. Le visage de Kendi s'est décomposé. Elle a dit non. Si elle avait su, elle n'y aurait jamais touché. Elle aurait laissé Lara malade plutôt que de risquer de la tuer. Juba l'a cru. Il voyait bien qu'elle disait la vérité. Il se rassit dans son fauteuil. Il se sentit soudain épuisé. Kendi demanda comment allait Zara. Juba hésita. Il a ensuite dit qu'elle allait bien. Elle avait complètement récupéré. Kendi a fermé les yeux. Des larmes fraîches coulèrent sur son visage. Elle murmura « Dieu merci. Dieu merci ». Elle a dit que c'était tout ce qu'elle voulait entendre. Tant que Zara allait bien, elle pouvait accepter ce qui lui arriverait. Elle pouvait aller en prison. Elle allait souffrir. Elle le méritait. Juba la regarda pleurer. Il repensa aux paroles de Zara sur le pardon. Il repensa à sa propre colère et à sa propre douleur. Il comprit que s'accrocher à la haine ne le protégeait pas. Cela l'empoisonnait. Tout comme la belladone avait empoisonné Zara. Il prit une profonde inspiration. Il a dit à Kendi qu'il la croyait. Il pensait que c'était un accident. Kendi leva les yeux, sous le choc. Juba a dit qu'il ne lui avait pas encore pardonné. Mais peut-être qu'un jour il le pourrait. Kendi a acquiescé. Elle le remercia en pleurant. Juba raccrocha et partit. Il rentra chez lui en silence. Il était complètement déboussolé. À son retour, Zara l'attendait. Elle lui demanda comment ça s'était passé. Juba lui a tout raconté. Il lui a dit que Kendi était sincèrement désolé. Il lui a dit que Zara avait peut-être raison au sujet du pardon. Zara le serra fort dans ses bras. Elle dit qu'elle était fière de lui. Juba sourit tristement.
Il a dit qu'il ne savait toujours pas quoi faire concernant le procès. Devait-il demander une peine plus légère? Devait-il abandonner les charges? Zara a répondu que c'était à lui de décider. Mais elle pensait que tout le monde méritait une seconde chance. Juba acquiesça. Il dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Les semaines suivantes furent difficiles. Juba pensait chaque jour à Kendi. Il pensait à la justice et à la miséricorde. Il pensait à ce que sa femme aurait voulu. Elle avait toujours été bienveillante et indulgente. Elle avait toujours su voir le bon côté des gens. Juba regrettait sa sagesse. Il aurait aimé pouvoir lui parler. Une nuit, il se rendit sur sa tombe. Il s'assit dans l'herbe et lui parla comme si elle était encore là. Il lui raconta tout ce qui s'était passé. Il lui demanda ce qu'elle devait faire. Le vent soufflait doucement. Juba ressentit une étrange paix. Il y vit un signe. Il savait ce qu'il devait faire. La veille du procès, Juba appela le procureur. Il dit vouloir faire une déclaration au tribunal. Le procureur lui demanda de quel type de déclaration il s'agissait. Juba a déclaré qu'il ne souhaitait pas que Kendi soit condamné à 10 ans de prison. La procureure, surprise, lui a demandé s'il en était certain. Elle lui rappela que Kendi avait failli tuer sa fille. Juba répondit qu'il le savait. Mais c'était un accident. Kendi avait assez souffert. La prison ne changerait rien. Le procureur a déclaré que cela la punirait. Juba a déclaré qu'une punition sans raison était pure cruauté. Il voulait justice, pas vengeance. Le procureur a soupiré. Elle a dit qu'elle en informerait le juge. Mais la décision finale revenait au tribunal. Le procès a commencé le lendemain matin. La salle d'audience était bondée. Juba était assis au premier rang, Zara à ses côtés. Il avait décidé de l'emmener. Elle voulait être là. Kendi est arrivée vêtue d'une combinaison orange. Ses mains étaient menottées. Elle paraissait petite et effrayée. Quand elle vit Zara, ses yeux s'écarquillèrent. Elle se mit aussitôt à pleurer. Zara lui fit un petit signe de la main. Kendi faillit s'effondrer. Les gardes durent la soutenir. Le juge entra et tout le monde se leva. Le procès commença. Le procureur présenta toutes les preuves. Les rapports médicaux. Les résultats toxicologiques. Des photos de Zara à l'hôpital. C'était accablant. Le silence régnait dans la salle d'audience. Puis ce fut au tour de la défense. L'avocat de Kendi l'a appelé à la barre. Kendi s'est dirigée lentement vers le box des témoins. Elle a prêté serment. L'avocat lui a demandé d'expliquer ce qui s'était passé. Kendi a raconté son histoire une nouvelle fois. Sa voix tremblait. Elle a expliqué que sa mère était malade, qu'elle avait besoin de ce travail et qu'elle essayait d'aider Zara. À propos de la préparation du thé. À propos de la terrible erreur. Elle a pleuré pendant presque tout ça. Le jury l'observait attentivement. Certains semblaient compatissants, d'autres furieux. Une fois son interrogatoire terminé, la procureure l'a contre-interrogée. Elle s'est montrée incisive, lui demandant pourquoi Kendi n'avait pas immédiatement appelé un médecin. Pourquoi avait-elle donné quelque chose à Zara sans savoir ce que c'était? Pourquoi avait-elle été si insouciante avec la vie d'un enfant? Kendi n'avait aucune réponse satisfaisante. Elle n'arrêtait pas de s'excuser. Elle a été stupide. Elle a fait une erreur. La procureure a insisté. Elle a demandé si Sari avait compensé les semaines de souffrance de Zara, et si elle avait réglé les frais d'hospitalisation. Si Sari avait effacé le traumatisme. Kendi ne put que secouer la tête et pleurer. Le procureur s'assit, l'air satisfait. La défense a terminé sa plaidoirie. Le juge a demandé s'il y avait d'autres témoins. Le procureur a répondu par l'affirmative. Elle appela Juba à la barre. Tous les regards se tournèrent vers lui. Juba se leva et se dirigea vers le box des témoins. Il a prêté serment. Le procureur lui a demandé de décrire l'impact sur sa famille. Juba s'est exprimé clairement. Il a décrit comment il avait trouvé Lara inconsciente. Il a décrit le trajet en ambulance. L'hôpital. Les machines. La peur. Il a décrit avoir pensé que sa fille allait mourir. Sa voix s'est brisée, mais il a continué. Il a décrit les semaines de convalescence. Les cauchemars qui continuaient de faire Zara. Le soutien psychologique dont elle avait besoin. La peur qui le hantait désormais au quotidien. Le silence était total dans la salle d'audience. Plusieurs jurés avaient les larmes aux yeux. Kendi sanglotait ouvertement. Le procureur a remercié Juba. Elle n'avait plus de questions. L'avocate de la défense se leva et demanda si elle pouvait poser une question à Juba. Le juge a donné son accord. L'avocat a demandé à Juba s'il pensait que Kendi avait l'intention de blesser Zara.
Juba a regardé Kendi de l'autre côté de la salle d'audience. Leurs regards se croisèrent. Il repensa à tout ce qu'il avait vécu. À la colère, la haine, la douleur. Puis il repensa aux paroles de Zara. À propos du pardon. À propos des secondes chances. Il prit une inspiration. Il a dit non. Il ne croyait pas que Kendi ait voulu blesser Zara. Il pensait qu'il s'agissait d'un terrible accident dû à l'ignorance et à la panique. La salle d'audience s'est remplie de chuchotements. La juge a frappé du marteau. L'avocat de la défense a posé une dernière question. Elle a demandé à Juba ce qu'il pensait qu'il devait arriver à Kendi. Le procureur s'y est opposé. Le juge a rejeté son objection. Elle voulait entendre la réponse. Juba regarda le juge. Il déclara qu'il estimait que Kendi devait être puni, mais pas anéanti. Il a dit que la prison ne changerait rien à ce qui s'était passé. Elle ne guérirait pas Zara. Elle ne leur rendrait pas le temps perdu. Cela ne ferait qu'accroître sa souffrance. Il a dit que le véritable châtiment de Kendi serait la culpabilité qu'elle porterait à jamais. Elle ne se pardonnerait jamais. C'était pire que n'importe quelle peine de prison. Il a dit qu'il voulait que Kendi reçoive une éducation, qu'elle apprenne la médecine et les plantes. Ainsi, elle ne commettrait plus jamais cette erreur. Peut-être pourrait-elle même aider d'autres personnes à l'éviter. Il a dit qu'il souhaitait que quelque chose de positif ressorte de cette tragédie. Pas seulement plus de souffrance et de gaspillage. Le silence était total dans la salle d'audience. Le juge fixa Juba longuement. Elle le remercia puis le congédia. Juba regagna sa place. Zara lui serra la main. Le juge a demandé les plaidoiries finales. La procureure a pris la parole en premier. Elle a plaidé avec passion pour une peine sévère. Elle a déclaré que la négligence qui a failli coûter la vie à un enfant ne pouvait rester impunie. La société devait prendre conscience que l'insouciance avait des conséquences. Elle a requis 8 ans de prison. L'avocate de la défense a plaidé la clémence. Elle a mis en avant le témoignage de Juba. Elle a ajouté que même le père de la victime estimait que la peine de prison était excessive. Elle a plaidé pour une mise à l'épreuve et des travaux d'intérêt général. Elle a affirmé que Kendi serait plus utile hors de prison qu'à l'intérieur. Le jury s'est retiré pour délibérer. L'attente était palpable. La tension était intense dans la salle d'audience. 2 heures plus tard, le jury est revenu. Le verdict était tombé. L'assistance se leva à l'annonce du juge, coupable de négligence criminelle ayant entraîné des lésions corporelles. La juge a remercié le jury et l'a renvoyé. Elle a indiqué qu'elle prononcerait la sentence après une courte suspension d'audience. Pendant cette suspension, Juba a vu l'avocat de Kendi s'approcher. Elle le remercia pour son témoignage. Elle dit que cela pourrait faire la différence. Juba acquiesça. Il jeta un coup d'œil à Kendi. Elle était assise seule à la table de la défense. Elle avait la tête baissée. Ses épaules tremblaient. Juba ressentit une étrange envie. Il se leva et s'approcha d'elle. Les gardes se raidirent mais ne l'arrêtèrent pas. Il se planta devant Kendi. Elle leva les yeux vers lui. Son visage était rouge et gonflé d'avoir pleuré. Juba ne savait pas quoi dire. Alors il a simplement dit ce qu'il avait sur le cœur. Il lui a dit qu'il ne la haïssait plus. Il lui a dit que ce qui s'était passé était terrible, mais pas maléfique. Il lui a dit qu'elle avait commis une erreur. Et les erreurs ne définissent pas une personne pour toujours. Kendi resta muette. Elle le fixa du regard. Juba se retourna et regagna sa place. Zara lui souriait. Elle lui murmura qu'elle était fière. Juba sentit un poids se soulever de sa poitrine, un fardeau qu'il portait depuis des mois. Il se sentait plus léger. Il se sentait libre. Le juge revint. Tout le monde se leva. La juge a déclaré avoir tout examiné attentivement. Les preuves. Les témoignages. Déclaration du père de la victime. Elle a déclaré qu'il s'agissait d'une affaire difficile. D'une part, un enfant a failli mourir à cause d'une négligence inexcusable. En revanche, il n'y avait aucune intention malveillante. Elle a déclaré que la loi exigeait une punition, mais que la justice exigeait de la sagesse. Elle a condamné Kendi à 2 ans de prison. S'ensuivra une période de probation de 3 ans. Durant cette période, Kendi devra suivre des cours et effectuer des travaux d'intérêt général. Il lui sera interdit de travailler avec des enfants sans surveillance. La juge frappa du marteau. La salle d'audience explosa de bruit. Certains estimaient que la peine était trop clémente. D'autres estimaient que c'était juste. Kendi fut emmenée par les gardes. Elle jeta un dernier regard à Juba et Zara. Elle murmura un merci. Puis elle disparut. Juba prit la main de Zara et ils quittèrent la salle d'audience.
Dehors, des journalistes attendaient. Ils criaient des questions. Juba les ignorait. Il conduisit Zara jusqu'à la voiture. Ils rentrèrent chez eux en silence. Une fois arrivés, Zara demanda à son père s'il se sentait mieux. Juba y réfléchit. Il dit oui. Il se sentait mieux. Pas heureuse. Pas complètement guérie. Mais mieux. La colère avait disparu. La haine avait disparu. Il ne restait plus que la tristesse face à tout ce qui s'était passé. Et la gratitude de savoir Zara encore en vie. C'était suffisant. La vie reprit peu à peu son cours normal. Zara est retournée à l'école. Elle avait 1 an de retard à cause de ses nombreuses absences. Mais elle a travaillé dur et a rattrapé son retard. Juba reprit le travail. Mais il avait changé ses priorités. Il quittait le bureau à 5 heures tous les jours. Il dînait avec Zara tous les soirs. Il l'aidait à faire ses devoirs. Il l'abordait. Il était présent comme jamais auparavant. Ses associés ont remarqué le changement. Certains étaient frustrés. Mais Juba n'en avait cure. Il avait compris ce qui comptait vraiment. Son empire pouvait survivre sans qu'il travaille 18 heures par jour. Mais Zara n'y arrivait pas. Les mois passèrent. Les cauchemars de Zara devinrent moins fréquents. Elle souriait davantage. Elle riait davantage. Le traumatisme s'estompait. Desta disait qu'elle guérissait bien. Juba aussi guérissait. Il avait même commencé à consulter un psychologue. Il a parlé de la mort de sa femme. De sa culpabilité envers Zara. De sa colère envers Kendi. Le conseiller l'a aidé à faire son deuil. Peu à peu, Juba a trouvé la paix. Il se rendait plus souvent sur la tombe de sa femme. Il lui a parlé. Il lui a parlé de Zara. Il lui a dit qu'il faisait de son mieux. Il sentait parfois sa présence. Cela le réconfortait. Il n'était pas seul. Il n'avait jamais été seul. 1 an après l'incident, Juba reçut une lettre. Elle venait de Kendi. Elle écrivait de prison. Elle disait suivre des cours pour mieux lire. Elle apprenait la médecine et les premiers secours. Elle disait vouloir devenir meilleure, quelqu'un qui puisse aider au lieu de blesser. Elle a de nouveau remercié Juba d'avoir témoigné à son procès. Elle a dit que ses paroles avaient changé sa vie. Elle lui avait redonné espoir, lui faisant croire qu'elle avait encore de la valeur. Elle a dit qu'elle priait pour Zara tous les jours. Elle a demandé si Zara allait bien. Juba a lu la lettre plusieurs fois. Il le montra ensuite à Zara. Zara demanda s'il pouvait répondre. Juba y réfléchit. Il a alors dit oui. Ils ont écrit une courte lettre ensemble. Ils ont dit à Kendi que Zara était en bonne santé et heureuse. Ils lui ont dit qu'ils étaient contents qu'elle apprenne et progresse. Ils l'ont encouragée à continuer à travailler dur. Ils ne lui ont pas promis leur amitié. Ils n'ont pas promis un pardon total. Mais ils ont offert quelque chose, un lien. Un lien d'humanité unissait des personnes qui avaient traversé une épreuve terrible. Ils ont posté la lettre. Quelques semaines plus tard, une autre lettre leur est revenue. Kendi pleurait en l'écrivant. L'encre baveuse en témoignait. Elle a dit que leur lettre comptait plus pour elle qu'il ne pouvait l'imaginer. Cela lui donna une raison de continuer. De persévérer. De croire en une possible rédemption. Au cours des mois suivants, d'autres lettres arrivèrent. Kendi y parlait de ses cours, des autres femmes en prison. Au sujet de ce qu'elle apprenait. Juba et Zara lui répondaient de temps en temps. Les lettres étaient courtes et simples. Mais ils étaient réels. Ils étaient honnêtes. Lentement, quelque chose d'inattendu se produisit. La douleur qui les opposait commença à se transformer. Elle ne disparut pas. Elle ne disparaîtrait jamais complètement. Mais cela s'est transformé en autre chose. Compréhension. Compassion. Même une forme étrange de respect. Kendi avait commis une terrible erreur. Mais elle n'était pas un monstre. Elle était un être humain qui essayait de s'améliorer. Et Juba et Zara étaient des êtres humains qui apprenaient à pardonner. 2 ans passèrent. Kendi a été libérée de prison. Elle est retournée dans son village. Elle a écrit une dernière lettre à Juba. Elle a dit qu'elle ne les recontacterait pas à moins qu'ils ne le souhaitent. Elle ne voulait pas s'immiscer dans leur vie. Elle voulait simplement qu'ils sachent qu'elle avait terminé ses études. Elle travaillait désormais dans un petit dispensaire de son village. Elle y enseignait aux autres femmes les dangers des plantes et les gestes de premier secours. Elle s'efforçait d'éviter qu'elles ne commettent la même erreur. Elle a dit que leur clémence lui avait sauvé la vie. Non seulement de la prison, mais aussi du désespoir. Elle consacrerait le reste de sa vie à honorer cette miséricorde en aidant les autres. Juba lut la lettre et ressentit quelque chose d'inattendu, de la fierté. Fier de Kendi qui avait réussi à se reprendre en main, il montra la lettre à Zara,
qui avait maintenant 10 ans. Plus grand, plus intelligent, plus fort. Elle lut la lettre et sourit. Elle dit qu'elle était heureuse pour Kendi. Elle demanda à son père s'il devait répondre. Juba a dit qu'il ne savait pas. Peut-être que leur rôle dans l'histoire de Kendi était terminé. Peut-être était-il temps de la laisser avancer sans eux. Zara y réfléchit. Puis elle acquiesça. Elle dit que c'était logique. Ils avaient donné à Kendi ce dont elle avait le plus besoin, une seconde chance. Ce qu'elle ferait de cette chance ne dépendait plus que d'elle. Juba acquiesça. Il rangea la lettre dans un tiroir. Il ne la jeta pas. Mais il ne répondit pas non plus. Il laissa faire. La vie continua. Zara a grandi. Elle réussissait bien à l'école. Elle avait des amis. Elle était heureuse. L'incident n'était plus qu'un souvenir. Une cicatrice. Mais ce n'était plus une blessure. Juba vieillit. Ses cheveux devinrent gris. Son entreprise continuait de prospérer, mais il ne la laissa plus jamais l'accaparer. Il avait retenu la leçon. Chaque soir, il remerciait Dieu pour Zara. Pour le miracle qui l'a sauvé. Pour la force de pardonner. Lui aussi avait une seconde chance. L'occasion de devenir le père qu'il aurait dû être dès le départ. Il ne l'a pas gâché. Il a chéri chaque instant passé avec sa fille. Chaque rire. Chaque conversation. Chaque journée ordinaire qui aurait pu nous être enlevée. Des années plus tard, quand Zara fut plus âgée, il lui arrivait de repenser à ce qui s'était passé. Elle pensait à Kendi. Au thé. À propos de la mort qu'elle a frôlée. À propos de la colère et de la douleur de son père. À propos du pardon. Elle a compris que ce jour-là l'avait changée à jamais. Il lui avait appris que la vie était fragile. Que l'on pouvait se tromper. Cette miséricorde était plus forte que la vengeance. Ces leçons ont forgé sa personnalité. Elle est devenue une jeune femme douce et sage. Elle traitait les gens avec compassion. Elle offrait une seconde chance. Elle croyait en la rédemption. Parce qu'elle l'avait vu se produire. Elle avait vu comment le pardon pouvait transformer non seulement celui qui est pardonné, mais aussi celui qui pardonne. Et Juba l'a appris aussi. Il a compris qu'être un bon père, c'était bien plus que subvenir aux besoins matériels et assurer la sécurité. C'était être présent, vulnérable, prêt à pardonner même quand c'était douloureux. Il a compris que nourrir de la colère ne faisait que l'empoisonner. Lâcher prise n'était pas un signe de faiblesse, mais de force. L'amour exigeait sacrifice et miséricorde. Ces leçons n'ont pas été faciles à apprendre. Ils ont surmonté la douleur, la peur et une perte presque insupportable. Mais ils sont venus. Et ils l'ont changé. Il est devenu un homme meilleur. Un meilleur père. Pas parfait, mais meilleur. Et cela a suffi. Au final, ce qui s'est passé dans cette maison sur la colline est devenu bien plus qu'un simple accident. C'est devenu une histoire sur la fragilité humaine. À propos des erreurs et de leurs conséquences. À propos de la colère et du pardon. À propos de l'amour d'un père pour sa fille. L'histoire d'une jeune fille d'une sagesse précoce. L'histoire d'une femme rongée par la culpabilité qui a trouvé la rédemption. L'histoire de la façon dont la tragédie peut soit briser les gens, soit les transformer. Juba et Zara ont choisi la transformation. Ils ont choisi de laisser la miséricorde s'épanouir là où la haine aurait pu prendre racine. Ils ont choisi la vie plutôt que l'amertume. La lumière plutôt que les ténèbres. L'amour plutôt que la vengeance. Et en faisant ce choix, ils trouvèrent la paix. Le manoir sur la colline était désormais silencieux. Plus de cris. Plus de sirènes. Plus de peur. Juste un père et sa fille qui vivent leur vie. Qui prennent leur petit déjeuner ensemble. Ils parlaient de leur journée. Ils riaient de choses simples. La grande maison était de nouveau chaleureuse. De nouveau en sécurité. Le jardin où Kendi avait choisi la mauvaise plante était maintenant fleuri. De magnifiques fleurs que Zara avait plantées elle-même. Elle les arrosait tous les matins. Elles fleurissaient, éclatantes et colorées. La vie était revenue. Ce n'est plus comme avant. Rien n'a jamais été pareil après un événement pareil. Mais la vie continue. Différent. Plus profond. Plus précieux. Plus conscient de la rapidité avec laquelle tout pourrait s'arrêter. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle vous a touché et fait réfléchir. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aimez cette vidéo et partagez-la avec vos proches. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Êtes-vous à New York? En Afrique du Sud? Au Canada? En Jamaïque? Ou ailleurs dans le monde? Faites-le nous savoir. Nous sommes toujours ravis d'avoir de vos nouvelles. Cette histoire nous apprend que le pardon n'est pas facile, mais qu'il est puissant. Elle nous libère de la prison de la colère et de la haine.
L'erreur est humaine, mais notre réaction face à l'erreur définit qui nous sommes. Choisis la miséricorde. Choisissez l'amour. Choisissez de croire que les gens peuvent changer. Que Dieu vous bénisse et merci d'être parmi nous aujourd'hui. À bientôt pour un prochain récit.